São Paulo, Brésil, mars 2024. Dans un petit appartement où l'odeur de café flottait toujours les lundis matins, un enfant de 5 ans nommé Mathéus jouait sur le sol du salon comme n'importe quel garçon de son âge. Ses cheveux sombres tombaient sur ses yeux curieux, tandis qu'il empilait des blocs colorés, construisant des tours qui s'effondraient au moindre mouvement. Anna, sa mère, observait depuis la cuisine pendant qu'elle préparait le déjeuner, souriant distraitement aux murmures incompréhensibles qui s'échappaient des lèvres de son fils. « Maman » appela Mathéus sans lever les yeux de ses jouets. « Les anges m'ont dit que le monde va changer bientôt. » Anna fit une pause un instant, la cuillère en bois suspendue dans l'air, avant de reprendre le mouvement circulaire dans la casserole. « Les enfants disent les choses les plus étranges », pensa-t-elle, se souvenant des histoires fantastiques qu'elle inventait elle-même à cet âge. « Ah oui, mon amour, et qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre ?»« Qu'il va y avoir de l'eau là où il n'y en avait pas avant, et que les gens vont avoir très peur. » Le ton décontracté avec lequel Mathéus prononça ces mots fit froncer les sourcils d'Anna. Il y avait quelque chose dans la voix du garçon, une gravité qui ne correspondait pas à ses 5 ans. Elle s'essuya les mains sur son tablier et marcha jusqu'au salon, s'agenouillant à côté de son fils. « Mathéus, qui sont ces anges ?» Le garçon leva finalement les yeux. Ses yeux sombres reflétaient une profondeur qu'Anna n'avait jamais remarquée auparavant. Pendant un moment, il semblait regarder à travers elle vers quelque chose de très lointain. « Ils viennent la nuit, ils sont très brillants et ils parlent sans ouvrir la bouche, » expliqua-t-il, retournant empiler les blocs avec la même naturalité qu'avant. « Ils m'ont montré beaucoup de choses, des endroits où il neige au Brésil. » Anna sentit un frisson parcourir son épine dorsale. Mathéus n'avait jamais vu de neige, même pas dans des photographies dont elle pourrait se souvenir. Comment un enfant qui connaissait à peine les saisons pourrait-il imaginer quelque chose d'aussi spécifique? Et quand est-ce que ça va arriver? Bientôt, avant Noël cette année. La réponse vint si rapide et sûre qu'Anna se sentit obligée de noter mentalement cette date. C'était mars, Noël était encore loin, mais il y avait quelque chose dans la certitude de Mathéus qui la troublait profondément. Quand Roberto rentra du travail ce soir-là, Anna raconta la conversation avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Il rit, secouant sa tête pendant qu'il desserrait sa cravate. « Chérie, il a 5 ans, il a probablement vu quelque chose à la télé et tout mélangé dans sa petite tête. Mais Roberto, tu aurais dû voir la façon dont il parlait, ça ne ressemblait pas à un enfant inventant des histoires. Les enfants ont une imagination très fertile, tu t'inquiètes trop. » Mais Anna ne put oublier le regard de Mathéus, ni la façon dont il avait dit « les anges m'ont montré ». Il y avait une conviction dans ces mots qui résonnait dans son esprit comme une cloche lointaine, insistante et impossible à ignorer. Dans les semaines suivantes, Mathéus continua de raconter ses conversations avec les anges, toujours pendant la nuit, toujours avec des détails qu'un enfant de son âge ne devrait pas connaître. Anna nota que les visites suivaient un pattern. Chaque nuit, vers 3 heures du matin, Mathéus se réveillait. Mais il ne pleurait pas comme les enfants qui font des cauchemars. Il s'asseyait calmement dans son lit, les yeux ouverts, mais regardant quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Plusieurs fois, elle l'avait trouvé assis ainsi, murmurant dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Pas de portugais, pas d'espagnol, quelque chose de plus ancien, plus mélodieux. Un moment, elle lui demanda « Mathéus, dans quelle langue tu parles avec les anges ?» Il le répondit simplement « C'est la langue avant les mots ». Il parlait de tremblements de terre dans des endroits dont il pouvait à peine prononcer les noms, de leaders mondiaux qu'il n'avait jamais vus à la télévision, de changements climatiques qui feraient repenser aux scientifiques tout ce qu'ils savaient sur la planète. « Maman, » dit Mathéus un matin d'avril en buvant son chocolat à chaud, « l'homme de la télé va pleurer aujourd'hui. » « Quel homme ? » ?»« Celui qui raconte les nouvelles. Il va être très triste parce que beaucoup de gens sont morts loin d'ici. » Anna alluma la télévision plus par curiosité que par croyance réelle dans la prédiction de son fils. Toute la matinée, les nouvelles se déroulaient normalement. Trafic, politique locale,
Prévision météo. Mais à 14 heures, quand Mathéus faisait sa sieste habituelle, le journal télévisé fut interrompu pour une transmission spéciale. Un tremblement de terre dévastateur avait avécu une petite île du Pacifique, laissant des centaines de morts. Le présentateur, visiblement bouleversé, lutta contre les larmes en rapportant les chiffres croissants de victimes. Anna s'assit lourdement sur le sofail, observant Mathéus dormir tranquillement sur ses genoux. Comment pouvait-il savoir? Comment un enfant qui passait ses journées à jouer avec des blocs et à regarder des dessins animés pouvait-il prédire quelque chose d'aussi spécifique et tragique? Ce soir-là, quand Roberto rentra à la maison, elle raconta le tremblement de terre et la prédiction de Mathéus. Pour la première fois, elle vit une ombre d'inquiétude traverser le visage de son mari. « Ça pourrait être une coïncidence », murmura-t-il, mais sa voix manquait de sa conviction habituelle. « Roberto, il a dit l'heure, il a dit que ce serait l'après-midi et que le présentateur pleurerait. Comment ça peut être une coïncidence ?» Ils décidèrent de prêter plus attention aux mots de Mathéus, notant ses prédictions dans un cahier que Anna gardait caché dans le tiroir de la cuisine. C'était un simple cahier à spirale avec une couverture bleue, mais ce qui était écrit à l'intérieur n'avait rien de simple. Page 1, 15 avril, Mathéus dit « Tremblement de terre dans le Pacifique, beaucoup de morts, présentateur va pleurer. Confirmé, 14 heures. » Page 2, 18 avril, grêle à Rio de Janeiro demain matin. Confirmé, 9h23. Page 3, 20 avril, sénateur va démissionner avant samedi. Confirmé, vendredi 22 avril. La liste grandissait jour après jour. Changements au gouvernement, catastrophes naturelles, événements qui semblaient impossibles mais qui invariablement se concrétisaient avec une précision effrayante. Ce qui terrifiait le plus Anna, ce n'était pas seulement que les prédictions se réalisaient, c'était la précision des détails. Mathéus ne disait pas juste « il va pleuvoir », il disait « il va pleuvoir de la grêle à Rio de Janeiro à 9h23 du matin, pendant exactement 15 minutes. » Et c'était exactement ce qui se passait. « Les anges m'ont dit que vous allez avoir peur », commenta Mathéus un soir pendant qu'Anna l'aidait à se brosser les dents. « Mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur, ils prennent. » « Pourquoi est-ce qu'il parle avec toi, Mathéus? Pourquoi pas avec d'autres personnes ?» Le garçon arrêta de se brosser les dents et regarda son propre reflet dans le miroir, comme s'il conversait avec quelqu'un que Anna ne pouvait pas voir. « Parce que je suis encore petit. Ils ont dit que les grandes personnes oublient comment écouter. » Anna s'agenouilla à côté de son fils, observant le reflet de tous les deux dans le miroir de la salle de bain. Pendant un instant, elle crut voir une lumière douce autour de Mathéus, une lueur dorée qui contournait sa silhouette enfantine. Elle cligna des yeux plusieurs fois, mais la sensation persista. « Et qu'est-ce qu'ils veulent encore que tu saches ? Que le monde va devenir différent, mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur, ils vont prendre soin des bonnes personnes. » Mathéus finit de se brosser les dents et courut vers sa chambre, laissant Anna seule devant le miroir, contemplant le reflet d'une mère qui ne savait plus en quoi croire. Durant le mois de mai, les prédictions de Mathéus devinrent une constante perturbante dans la routine de la famille. Anna avait rempli 3 pages du cahier avec des annotations, dates et événements que le garçon décrivait avec une précision qui défiait toute explication rationnelle. Roberto, initialement sceptique, commença à rentrer plus tôt du travail, anxieux d'entendre les récits quotidiens que Anna gardait pour lui. Aujourd'hui, il a dit qu'il va pleuvoir de la grêle à Rio de Janeiro demain matin, en feuilletant le cahier, pendant que Roberto examinait les annotations précédentes. Et un politicien important va démissionner avant la fin de la semaine. « Anna, ça dépasse notre compréhension », murmura Roberto en passant ses doigts dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Peut-être devrions-nous chercher de l'aide professionnelle ?» « Quel type d'aide? Un psychologue, un médecin? Je ne sais pas, quelqu'un qui comprend ces choses. » Ce nuit-là, quand Mathéus dormait profondément dans sa chambre, Anna resta éveillée à naviguer sur Internet, cherchant des cas similaires. Elle trouva des récits d'autres enfants avec des capacités inexplicables, des histoires qui la faisaient questionner tout ce qu'elle croyait sur la réalité. Il y avait des milliers de pages, des témoignages de parents désespérés, des vidéos d'enfants faisant des prédictions impossibles, des documentaires qui exploraient des phénomènes que la science ne pouvait encore expliquer. Le lendemain matin, le journal télévisé confirma la prédiction de Mathéus sur la grêle à Rio de Janeiro. Des pierres d'iglace de la taille de pièces de monnaie tombèrent sur la ville pendant 15 minutes, causant des dommages aux voitures et jardins.
À la fin de la semaine, un sénateur annonça sa démission au milieu d'un scandale qui n'avait même pas été encore divulgué par la presse quand Matthäus avait fait sa prédiction. Nous devons parler avec lui, dit Roberto en observant son fils jouer dans le jardin à travers la fenêtre de la cuisine. Nous devons lui demander d'où vient cette information. Ils appelèrent Matthäus à l'intérieur et s'assirent avec lui dans le salon, essayant de maintenir un ton détendu malgré la tension qui planait dans l'air. Matthäus, commença Anna en choisissant calculément ses mots. Nous voulons mieux comprendre ces anges qui te parlent. Le garçon arrêta de se brosser les dents et regarda ses parents avec une gravité qui semblait disproportionnée pour son âge. Ils ne sont pas comme les anges des histoires, expliqua-t-il en alignant les voitures dans une file parfaite. Ils sont faits de lumière et ils savent tout ce qui va arriver. À quoi ressemblent-ils ? Demanda Roberto en se penchant en avant. Ils sont très grands et ont des yeux qui brillent comme des étoiles. Parfois ils viennent seuls, parfois en groupe. Ils me montrent des choses dans une sorte de télévision qui apparaît dans l'air. Anna échangea un regard inquiet avec Roberto. La description de Matthäus était trop détaillée pour être le produit d'une imagination enfantine. Et qu'est-ce qu'ils veulent que tu fasses avec ces informations ? Ils veulent que je vous le dise, ils disent que vous allez le dire à d'autres personnes quand ce sera le bon moment. Quel bon moment ? Matthäus resta silencieux pendant un long moment, ses yeux fixés dans un point dans l'air comme s'il écoutait quelque chose que ses parents ne pouvaient pas voir. Bientôt, quand les choses vont vraiment commencer à changer. Cet après-midi-là, Anna appela la pédiatre de Matthäus, Dr Carla Mendes, une professionnelle respectée qui suivait le développement du garçon depuis sa naissance. Elle expliqua la situation de façon prudente, sans mentionner directement les prédictions, mais soulignant des changements dans le comportement et les conversations de l'enfant. « Amenez-le demain, » dit la médecin. « Nous allons faire une évaluation complète. » Au cabinet, Matthäus se comporta comme n'importe quel enfant de 5 ans durant l'examen physique. Il joua avec les instruments médicaux, rit aux blagues de la docteure, répondit aux questions simples sur sa routine. Mais quand Dr Mendes demanda sur ses rêves, quelque chose changea dans l'atmosphère de la salle. « Je ne rêve pas, » dit Matthäus en balançant ses jambes sur la table d'examen. « Je visite des endroits. » « Quels endroits ? » ?»« Des endroits où les choses vont arriver. Parfois c'est ici, au Brésil, parfois c'est très loin. Les anges m'emmènent pour que je voie. » La médecin fronça les sourcils en prenant des notes sur son bloc-notes. Après l'examen, elle parla en privé avec Anna et Roberto dans le couloir. Physiquement, Matthäus est parfait. Son développement neurologique est dans la normalité, en fait légèrement au-dessus de la moyenne pour son âge, expliqua-t-elle en gardant une voix basse. Mais j'aimerais vous référer pour une évaluation psychologique. Pas parce que je crois qu'il y a quelque chose de mal, mais pour écarter toute possibilité. Dr Paolo Rodriguez, le psychologue infantile recommandé par la pédiatre, était connu pour son approche scientifique et sceptique. Durant la première consultation, il appliqua une série de tests de développement cognitif à Matthäus, observant ses réactions et réponses avec un intérêt scientifique. « Matthäus est un enfant exceptionnellement intelligent », commenta-t-il avec les parents après la session. « Son QI est significativement au-dessus de la moyenne. Sa capacité d'articulation est impressionnante pour son âge. » « Et ces histoires sur les anges ?» demanda Anna. Les enfants surdoués développent fréquemment des mondes imaginaires complexes, comme façon de traiter les informations que leurs esprits absorbent plus rapidement que les autres enfants, expliqua le psychologue. Il est possible que Matthäus capte des informations de l'environnement, conversations d'adultes, nouvelles à la télévision, fragments de conversation, et les traite de façon à créer ces narratives. Roberto se sentit relâché par l'explication, mais Anna resta inquiète. Comment cela expliquerait-il les prédictions spécifiques qui se concrétisaient avec tant de précision ? « Docteur, » dit Anna, hésitant, « et si je vous disais que certaines des histoires de Matthäus sont devenues réalité ?» Docteur Rodriguez l'observa avec une attention renouvelée. « Quel type d'histoire ?» Anna ouvrit le cahier et commença à lire quelques-unes des prédictions qui s'étaient concrétisées. Le psychologue écouta en silence, faisant des annotations occasionnelles, son expression se transformant graduellement de scepticisme professionnel en perplexité génuine. « Avez-vous des dates précises pour ces prédictions ?» demanda-t-il en examinant les annotations. « Toutes. Matthäus dit toujours quand les choses vont arriver. » Le psychologue resta silencieux pendant un long moment, contemplant les pages remplies avec l'écriture soigneuse d'Anna. « J'aimerais proposer quelque chose, » dit-il finalement. « Je vais accompagner Matthäus pendant quelques semaines, documentant tout ce qu'il dira.
S'il y a vraiment un pattern de précision dans ces prédictions, ça pourrait être quelque chose qui mérite une attention plus spécialisée. Juin apporta une transformation inattendue dans la routine de la famille. Dr Paolo Rodriguez avait tenu sa promesse de documenter les prédictions de Mathéus et les résultats le laissèrent profondément perturbé. En 3 semaines, le garçon avait eu raison dans 9 prédictions spécifiques sur 9, incluant des détails qu'aucun enfant ne devrait connaître. Le psychologue avait établi un protocole rigoureux. Chaque fois que Mathéus faisait une prédiction, il l'enregistrait immédiatement avec la date, l'heure exacte et les détails spécifiques. Puis, il attendait, observait et documentait les résultats. Un avion va avoir un problème mécanique au-dessus de l'Atlantique. Ils vont devoir atterrir aux Açores. Personne ne va mourir, mais tout le monde va avoir très peur. 2 jours plus tard, un vol de Lisbonne à Sao Paulo dut effectuer un atterrissage d'urgence aux Açores, à cause d'une panne moteur. Personne ne victime. Les passagers décrivirent la peur de leur vie. Prédiction 2, la dame qui habite en bas va gagner de l'argent qu'elle n'attendait pas. Elle va pleurer de joie. Résultat, Madame Silva, la voisine du 2e étage, récupérait une notification d'un héritage d'une tante éloignée dont elle ignorait l'existence. Elle frappa à la porte d'Anna en larmes, voulant partager sa joie. Prédiction 3, il va y avoir un incendie dans un grand bâtiment de la ville, mais les pompiers vont arriver à temps. Seulement 3 personnes vont se blesser, pas gravement. Résultat, un incendie dans un centre commercial du centre de ville. Les pompiers évacuèrent tout le monde rapidement. 3 personnes traitées pour inhalation de fumée, n'aucune blessure grave. À chaque prédiction confirmée, Dr Rodriguez sentait ses fondations scientifiques se fracasser un peu plus. « Anna, Roberto », dit le psychologue durant une réunion dans son cabinet, « je dois confesser que je traite avec quelque chose qui dépasse mon domaine d'expertise. J'aimerais vous demander la permission de partager ce cas avec quelques collègues spécialisés dans des phénomènes inhabituels. » Anna sentit son cœur accélérer. Quel type de spécialiste? Il y a un groupe de chercheurs à l'université de Sao Paulo qui étudie des cas comme celui-ci. Ce ne sont pas des charlatans ou des mystiques, ce sont des scientifiques sérieux essayant de comprendre des phénomènes que la science traditionnelle ne peut encore expliquer. Roberto se pencha en avant, intéressé malgré sa nature sceptique. Et qu'est-ce que ça signifierait pour Mathéus? Observation attentive, test non invasif, documentation scientifique. Rien qui puisse lui nuire ou l'exposer publiquement. Cette nuit-là, pendant que Mathéus dormait, Anna et Roberto conversèrent jusqu'aux premières heures du matin. La vie qu'ils connaissaient se désintégrait doucement, remplacée par une réalité qui défiait tout ce en quoi ils croyaient. « Parfois, j'ai l'impression que ce n'est plus notre fils », confessa Anna en observant Mathéus à travers la porte entr'ouverte de sa chambre. « C'est comme si quelque chose de très ancien et sage regardait à travers ses yeux. » « Mais il est encore un enfant, » répondit Roberto, bien que sa voix portait des doutes. « Il joue encore, il pleure encore quand il se fait mal. Il veut encore qu'on lui lise des histoires. »« Oui, mais tu as vu comment il a regardé cette femme au supermarché hier? Comme s'il la connaissait depuis des années. Comme s'il pouvait voir directement dans son âme. » Roberto se souvint de l'incident. Une dame âgée avait trébuché près d'eux et Mathéus s'était immédiatement approché, touchant gentiment sa main et murmurant « Ne vous inquiétez pas, votre mari va bien là où il est maintenant. » La femme avait commencé à pleurer, expliquant qu'elle avait perdu son époux récemment et luttait contre la dépression. Dr Elena Santos, neuroscientifique de l'USP, arriva à la maison de la famille un après-midi pluvieux de juillet. C'était une femme d'âge moyen, cheveux grisonnants et yeux intenses qui semblait analyser chaque détail autour d'elle. Elle apportait avec elle des équipements discrets, un électroencéphalographe portable, des caméras haute résolution et des dispositifs de mesure qu'Anna ne pouvait identifier. « Je veux être claire dès le début, » dit-elle en organisant ses équipements sur la table du salon, « que j'aborde ce cas avec un scepticisme scientifique. Mon objectif est de trouver des explications neurologiques pour les phénomènes que vous avez décrits. » Mathéus entra dans le salon comme s'il attendait la visite, saluant la docteure avec une naturalité qui surprit tout le monde. « Vous avez des questions ?» dit-il en s'asseyant sur le fauteuil à côté d'elle. « Mais certaines réponses vont vous laisser confuse. » Docteur Elena fit une pause, observant le garçon avec une attention renouvelée. « Et pourquoi ça ?»« Parce que vous voulez que tout rentre dans les choses que vous connaissez déjà, mais c'est plus grand que ça. » Durant les 2 heures suivantes,
La neuroscientifique conduisit une série de tests pendant qu'elle conversait de façon décontractée avec Mathéus. Les résultats étaient déconcertants. Son cerveau montrait des patterns d'activité typiques d'un enfant de 5 ans durant les activités normales. Mais quand il commençait à parler de ses visions, l'activité neurale se transformait drastiquement. « C'est impossible », murmura Dr Helena en observant les graphiques en temps réel. Durant les récits, son cerveau produit des ondes cérébrales qu'on ne voit normalement que chez les adultes en état méditatif profond. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda Anna. « Ça signifie que quand il accède à ces informations, son cerveau opère à une fréquence complètement différente. C'est comme s'il se syntonisait sur une station de radio que le reste d'entre nous ne peut pas capter. » Mathéus était resté silencieux durant l'explication, jouant avec un cube Rubik qu'il résolut en moins de 2 minutes. Un exploit impressionnant pour son âge. « Docteur, dit-il sans lever les yeux du jouet, vous allez revenir de nombre cette nuit. Écrivez-les quand vous vous réveillerez. » Docteur Helena sourit paternellement. « Mathéus, je me rappelle rarement de mes rêves. Cette fois, vous vous en souviendrez. » Le lendemain matin, Dr Helena appela Anna à 7 heures, sa voix chargée de perplexité et d'une touche de peur. « Anna, j'ai besoin de vous voir à nouveau aujourd'hui. Quelque chose s'est passé que je ne peux pas expliquer. » Quand elle arriva chez la famille, Dr Helena était visiblement ébranlée. Elle montra un morceau de papier griffonné avec une séquence de nombres qu'elle avait notés après s'être réveillée d'un rêve vivide. « Ces nombres sont apparus de façon répétée dans mon rêve. Ils étaient projetés sur un écran géant par des figures de lumière, » expliqua-t-elle, sa voix scientifiquement entraînée, luttant contre l'incrédulité. « J'ai décidé de les rechercher quand je suis arrivé au laboratoire. »« Et qu'est-ce que vous avez découvert ?» demanda Roberto. « Ce sont des coordonnées géographiques, latitude et longitude d'un lieu spécifique dans l'intérieur du Minas Gerais, un endroit que je n'ai jamais visité, dont je n'ai jamais entendu parler. » Mathéus leva les yeux de ses jouets, souriant doucement. « Les anges ont dit que vous aviez besoin d'une preuve que vous pouviez comprendre. » Dr Helena s'agenouilla au niveau du garçon. « Qu'est-ce qu'il y a à ces coordonnées ?» « Il y a une gotte avec des dessins très anciens sur le mur, des dessins qui montrent ce qui va arriver. » La neuroscientifique resta silencieuse pendant un long moment, traitant les implications de ce qu'elle venait d'entendre. « Comment c'est sur cette gotte ?»« Les anges m'y ont emmené. Ils m'ont montré les dessins et expliqué ce qu'ils signifient. Et que signifie-t-il » Mathéus ferma les yeux pendant un moment, comme s'il consultait une source invisible d'informations. « Que la planète va passer par un nettoyage, comme quand vous nettoyez un aquarium et changez l'eau. Certaines choses partent, mais les choses importantes restent. » Dr Helena échangea un regard grave avec Anna et Roberto. La simplicité avec laquelle Mathéus décrivait des concepts si complexes était à la fois fascinante et terrifiante. « Et quand est-ce que ça va arriver ?»« C'est déjà commencé, vous ne vous en êtes juste pas rendu compte encore parce que vous regardez les mauvaises choses. » Cet après-midi-là, Dr Helena fit quelques appels à des collègues dans les universités fédérales, des archéologues qui pourraient investiguer les coordonnées qu'elle avait rêvées. Les coordonnées exactes étaient 19 degrés 47 minutes 23 secondes S, 43 degrés 51 minutes 17 secondes Ouest. Un endroit dans la Sierra do Cipó, région montagneuse du Minas Gerais, à environ 300 km de Sao Paulo. 3 jours plus tard, elle reçut un appel qui changerait sa perspective sur tout ce en quoi elle croyait. « Helena, dit Dr Marcos Oliveira, archéologue de l'UFMG, vous n'allez pas croire ce que nous avons trouvé. Il y a une grotte au lieu exact des coordonnées que vous nous avez passées. Et il y a des peintures rupestres à l'intérieur qui ne figurent dans aucun registre officiel. Quel type de peinture ? Des représentations d'événements cataclysmiques, changements climatiques extrêmes, inondations, tremblements de terre, mais aussi des figures humanoïdes entourées de lumière, comme des anges. » Dr Helena s'assit lourdement dans sa chaise, observant à travers la fenêtre de son bureau à l'université. Le monde scientifique qu'elle connaissait s'écroulait autour d'elle, remplacé par des possibilités que son esprit rationnel luttait pour accepter. « Marcos, dit-elle finalement, j'ai besoin que vous documentiez tout, photographies, mesures, datation au carbone, tout. Nous le faisons déjà, mais Helena, il y a quelque chose de plus étrange encore. » « Quoi ? » Les peintures semblent avoir été faites récemment. La peinture était encore humide dans certaines parties. Un silence pesant s'installa sur la ligne. « C'est impossible !»
murmura Dr Helena. Comment des peintures rupestres peuvent-elles être fraîches? Exactement. Mais il y a plus. Les pigments, nous les avons analysés. Ce ne sont pas des pigments modernes. Ce sont des minéraux naturels, exactement le type qu'on trouve dans les peintures préhistoriques authentiques. Mais l'application est récente, dans les derniers jours, peut-être même heures. Dr Helena ferma les yeux, sentant un vertige la saisir. « Envoyez-moi tout, photos, analyses, tout !» Cette nuit-là, quand les photos arrivèrent par email, Anna, Roberto et Dr Helena les examinèrent ensemble sur l'ordinateur du salon. Les images montraient une grotte profonde avec des murs couverts de symboles et d'images. Il y avait des représentations du soleil devenant anormalement chaud, de l'eau montant pour couvrir les villes, de la terre tremblant et se fissurant. Mais ce qui glaça leur sang, c'était la dernière image. Elle montrait un petit enfant, clairement reconnaissable comme tel par sa taille et ses proportions, entouré de grandes figures lumineuses. Et sous l'enfant, un symbole qu'aucun d'eux ne reconnaissait. Mathéus, qui était censé dormir, apparut soudainement dans le salon. Il regarda l'écran et sourit. « C'est mon nom !» dit-il en pointant le symbole. « Mon nom dans la langue d'avant !» L'été arriva avec une intensité inhabituelle à Sao Paulo. Les températures atteignaient des records historiques et les journaux télévisés parlaient d'événements climatiques inexplicables autour du monde. Mathéus était devenu plus silencieux ces dernières semaines, comme s'il se préparait pour quelque chose d'important. « Les anges m'ont dit que c'est le moment », annonça Mathéus un matin de décembre pendant qu'Anna préparait son petit déjeuner. « Ils veulent que je vous montre. »« Montrer quoi, mon amour ? Comment ils me parlent vraiment ?» Cette nuit-là, Anna, Roberto et Dr Helena se réunirent dans la chambre de Mathéus. Le garçon avait spécifiquement demandé qu'il soit présent quand les anges viendraient chercher les messages importants. « Ils veulent que vous voyiez, pour que vous puissiez dire aux autres que c'est réel. » Dr Helena installa tout son équipement. Caméras infrarouges, détecteurs de champs électromagnétiques, enregistreurs audio ultra-sensibles, moniteurs d'activité cérébrale. Roberto tenait la main d'Anna, les deux assis sur des chaises à côté du lit de leur fils. Les minutes passèrent. 2h45, 2h50, 2h55. À exactement 3h du matin, tous les équipements de Dr Helena commencèrent à émettre des sons d'alarme simultanément. Les lectures électromagnétiques montaient en flèche. Les caméras infrarouges détectaient des changements de température inexplicables. Mathéus s'assit dans le lit, ses yeux encore fermés. Une lumière douce commença à émaner autour de sa silhouette, si ténue qu'initialement ils pensèrent que c'était un effet de l'éclairage externe. Mais la luminosité grandit graduellement, enveloppant le garçon dans un halo doré qui pulsait rythmiquement. Anna voulait s'approcher, mais sentit une main invisible la retenir doucement. Ce n'était pas une sensation physique. C'était comme si l'air lui-même lui disait de rester où elle était. « Ils sont ici », murmura Mathéus, en ouvrant les yeux qui brillaient maintenant avec une lumière intérieure impossible. Ce n'était pas une lumière réfléchie. C'était comme si ses iris émettaient leur propre luminescence, dorée, pulsante, vivante. La température de la pièce chuta de plusieurs degrés en quelques secondes. Leur respiration devint visible dans l'air soudainement froid. Quand il parla à nouveau, sa voix portait une résonance qui n'appartenait pas à un enfant de 5 ans. C'était comme si plusieurs voix parlaient en harmonie à travers lui, graves et aiguës simultanément, masculines et féminines, jeunes et anciennes. « L'humanité est sur le point de faire un saut évolutif », dit la voix à travers Mathéus. « Les événements que vous allez témoigner dans les mois suivants sont des signes d'une transformation plus grande. Ceux qui peuvent entendre doivent préparer les autres à accepter des changements qui redéfiniront l'existence comme vous la connaissez. » Dr Helena observait en silence, ses instruments enregistrant des activités énergétiques qui défiaient toute explication scientifique connue. Les graphiques montraient des fréquences qui ne devraient pas exister dans la nature, des patterns géométriques parfaits dans les ondes cérébrales, des champs électromagnétiques qui pulsaient en synchronisation avec le battement de cœur de Mathéus. Anna tenait la main de Roberto, sentant une paix inexplicable remplir l'environnement. C'était paradoxal. Ce qu'ils voyaient aurait dû les terrifier. Mais au lieu de peur, ils ressentaient de l'amour. Un amour si pur, si inconditionnel, si vaste qu'il semblait englober tout l'univers.
Le garçon restera comme pont entre les mondes, jusqu'à ce que suffisamment de personnes s'éveillent, dit la voix à travers Mathéus. Ce que vous appelez surnaturel est juste naturel dans une dimension plus ample de la réalité. Il y aura d'autres enfants. Ils naissent déjà. Certains parlent déjà. Cherchez-les, écoutez-les. Ils porteront des morceaux différents du même message. La neige tombera là où elle ne tombe jamais. L'eau montera là où elle était basse. La terre tremblera pour se réveiller. Mais ce ne sont pas des punitions. Ce sont des ajustements nécessaires pour le prochain cycle. Ceux qui vivent dans la peur périront par la peur. Ceux qui vivent dans l'amour seront portés par l'amour vers ce qui vient. La lumière autour de Mathéus atteignit son intensité maximale, si brillante qu'Anna et Roberto durent protéger leurs yeux. Puis, aussi soudainement qu'elle était venue, elle commença à diminuer, graduellement, doucement, comme un coucher de soleil en time-lapse. La température de la pièce revint à la normale. Les équipements de Dr Elena cessèrent leurs alarmes. Et Mathéus redevint juste un enfant endormi demandant à sa mère de mieux le couvrir. « J'ai froid, maman », murmura-t-il dans une voix ensommeillée et enfantine, complètement normale. Anna se précipita vers lui, le serrant dans ses bras, pleurant sans savoir pourquoi. Des larmes de peur, de soulagement, de joie, d'émerveillement, peut-être tout à la fois. Le lendemain matin, quand Dr Elena revisa les enregistrements de cette nuit, elle découvrit que tous ses équipements n'avaient enregistré que silence et obscurité normale. Mais elle, Anna et Roberto savaient ce qu'ils avaient témoigné. Ils savaient que Mathéus n'était que le premier de beaucoup. 3 semaines plus tard, à Noël 2024, la première chute de neige de l'histoire de Sao Paulo couvrit la ville d'un manteau blanc et silencieux. Exactement comme Mathéus l'avait prédit des mois auparavant. Les changements qu'il avait annoncés ne faisaient que commencer. Et si vous croyez qu'il existe beaucoup plus au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, que certains enfants naissent portant des secrets de dimension que nous ne comprenons pas encore, alors vous devez découvrir d'autres cas qui défient notre compréhension de la réalité. Des histoires de personnes ordinaires qui sont devenues des ponts vers l'extraordinaire attendent des esprits assez ouverts pour questionner. Et si tout ce que nous croyons du possible ne faisait qu'effleurer la surface d'une vérité beaucoup plus profonde?